Ravi de vous retrouver pour votre magazine Éco-Débat. Ce numéro spécial est consacré au transport en Afrique. Les questions liées au transport et à l'environnement sont devenues aujourd'hui une préoccupation majeure de la communauté internationale. Si dans certaines parties de la planète, cette problématique semble connaître des débuts de solutions, notamment à travers l'existence de systèmes et de réseaux de transport performants, ainsi que des mécanismes de prise en charge et de suivi de la dimension environnement, la problématique se pose encore avec acuité en Afrique. En dépit de nombreux efforts consentis dans le secteur des infrastructures, l'Afrique, notamment subsaharienne, reste encore le continent où les questions de transport demeurent un véritable calvaire, en raison de l'insuffisance ou de la vétusté des réseaux de transport routier en particulier, le vieillissement du parc automobile, etc. Cette situation impacte fortement le plan socio-économique et environnemental, notamment la limitation de la circulation des biens et des personnes, les problèmes d'enclavement, les problèmes de mobilité au niveau des grandes agglomérations urbaines, les embouteillages, les accidents, les pollutions, les maladies, etc. Aujourd'hui, à l'heure où les questions de transport durable font l'objet de nombreux débats au niveau des rencontres internationales, à l'heure où l'Afrique cherche à se mettre en orbite sur les chemins de la croissance économique et du développement durable, dans un contexte de mondialisation, nous ouvrons le débat autour de l'optimisation des infrastructures et des moyens de transport en Afrique. Et je reçois pour vous dans ce studio Dr Bamba Vakaramoko. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci d'être avec nous. Et avec vous ici en studio, M. Kwadjo Kwame Alain Serge, vous êtes consultant en développement. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Soumaoro, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Alors, messieurs, on parle beaucoup d'émergence ces dernières années en Afrique, sur le continent. On le dit bien souvent, la route précède le développement. Mais concrètement, vous-même, comment vous évaluez les infrastructures et les politiques de transport en Afrique ces dernières années? Généralement, les infrastructures de transport en Afrique, je dirais, sont déficitaires du point de vue global. Et ce déficit-là impacte la lutte contre la pauvreté et la croissance économique. Mais il faut dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles le système de transport en Afrique est encore dans l'informel. Et à cela, il y a d'autres raisons qui caractérisent cette informalité-là. Il y a l'incivisme des acteurs, il y a le vieillissement du parc automobile, il y a la concurrence déloyale, la corruption, etc. Autant de problèmes factuels qui caractérisent un secteur de transport encore informel. Mais à l'exception de certaines agglomérations telles que Dakar, Abidjan, Johannesburg et Lagos, on a un système de transport, un réseau d'infrastructures de transport qui est performant. Mais cela s'explique par le fait que ces agglomérations, je dirais, sont des villes portuaires. Quand on sait qu'un port est un puissant outil de structuration de l'espace et de création de l'emploi, quand on définit un port, on se rend compte que le port, c'est un espace géographique doté de superstructures et d'infrastructures qui permet de passer d'un mode de transport maritime à plusieurs autres modes de transport. Autrement dit, quand vous avez un port, vous êtes obligé, pour la desserte des marchandises qui transitent par ce dit port, d'avoir un système de transport, je dirais, routier, je dirais ferroviaire, permettant d'assurer la desserte et de pouvoir rentabiliser sur ces produits à valeur ajoutée qui viennent de l'extérieur. Donc c'est ce qui explique le fait que ces différents pays ont des infrastructures de transport de qualité. Et en ce qui concerne les politiques de transport, il faut dire que ces politiques-là tournent autour de deux axes principaux. Premièrement, il y a la mise en place d'un cadre réglementaire qui permet de définir les différentes responsabilités de sorte à ce qu'il n'y ait pas un conflit de compétences entre les différents acteurs sur le plan local et sur le plan, je dirais, national. Et la deuxième stratégie, elle consiste à mettre en place des autorités de régulation qui sont des structures qui vont essayer de baliser ce secteur de sorte à ce qu'il n'y ait pas de l'anarchie, il n'y ait pas de la corruption, etc., etc. Alors maintenant, vos propos tout à l'heure, vous faites ressortir quelque chose d'assez important. On voit cette disparité au niveau des infrastructures entre l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique subsaharienne. Quelles sont les causes majeures qui peuvent expliquer ce retard au niveau de l'Afrique subsaharienne? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique subsaharienne peine à vraiment produire ou développer des infrastructures routières assez fiables? Ok. À ce niveau, ce que nous voulons dire, d'abord, il faut dire que les infrastructures, c'est l'ensemble des ouvrages publics qui servent aux activités d'un pays, d'un lieu, principalement dans le domaine de la circulation des biens et des personnes. Et
pour répondre à votre question, on pourrait d'abord regarder le facteur historique, c'est-à-dire la colonisation, parce que il y a les colonies de peuplement et puis les colonies d'exploitation. Les pays de l'Afrique subsaharienne font partie des colonies d'exploitation. Et les pays de l'Afrique du Nord font partie des colonies de peuplement. Je m'explique. Les colonies de peuplement ont reçu le surplus de population qu'il y avait en Europe. Ça veut dire que les Européens, quand on prend le cas de l'Algérie, les Français se sont installés en Algérie. Ouais. Donc, il y a un facteur historique. Colonie de peuplement, colonie d'exploitation. Le deuxième facteur est dû aux économies africaines. Nous avons une économie basée sur les produits d'exploitation tels que le café, le cacao, alors que les pays de l'Afrique du Nord ont une économie basée sur le pétrole. Vous voyez, ça fait la différence déjà en termes de moyens, parce que lorsqu'on parle d'infrastructures, on parle de routes, on parle de ponts, et ça demande de grands moyens. Mais justement, ces moyens, je veux dire, aujourd'hui, vous-même, vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique, qui est l'Afrique subsaharienne, qui produit les matières premières agricoles. Justement, pour pouvoir commercialiser ces matières premières, là, il faut avoir accès à ces plantations, il faut avoir, pour aller chercher les produits et les amener au port, comme vous venez de donner l'exemple, ou vers les zones de commercialisation. Alors, est-ce que nos États ne doivent pas mettre un point d'honneur au système routier en Afrique? Si ces États-là doivent mettre un point d'honneur au système routier en Afrique, mais il faut dire que la différence entre les pays subsahariens et les pays du Maghreb se situe au niveau de la souveraineté des États. Moi, je pense que quand on étudie l'histoire de ces pays, ces deux catégories de pays n'ont pas acquis l'indépendance de la même manière, ni de la même façon. Les pays du Maghreb sont plus souverains que nous en termes de politique économique, en termes de décisions qui relèvent de la souveraineté de la nation. C'est ce qui pourrait expliquer le fait que ces pays maghrébins ont la capacité de produire de la valeur ajoutée à partir des ressources qu'elles ont. Ce qui n'est pas le cas au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne. Mais à ce souci aussi, il y a la mentalité. Il y a la mentalité aussi de nos États d'Afrique subsaharienne qui est à revoir. Maintenant, ce qui concerne la problématique des infrastructures de transport, je pense que quand on essaie de regarder un peu les différents, l'actualité et puis l'histoire de l'Afrique en ce qui concerne les infrastructures, on voit une certaine émergence, on voit une certaine évolution. Aujourd'hui, avec une structure qui a été mise en place comme la CEDEAO, dont l'objectif principal est de faciliter l'intégration économique dans l'espace sous-régional. Or, on ne peut pas parler d'intégration économique si on n'a pas de structure de transport, d'infrastructure de transport de qualité. Parce que cette intégration économique-là sera possible, sera facile si le flux de marchandises, si le flux entre biens et personnes se font de façon, je dirais, simple, rapide et fluide. Raison pour laquelle on a eu, au niveau de la CEDEAO, la mise en place d'un schéma d'aménagement directeur qui consiste à mettre sur pied une ligne de chemin de fer qui interconnecte l'ensemble des pays de la sous-région. Il en est de même pour les réseaux routiers. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur l'aspect pratique des choses, de façon concrète, comme on appelle ça, je dirais que les actions ne sont pas encore faites sur le terrain, mais il y a déjà l'adoption d'un cadre réglementaire au niveau de la CEDEAO. Et cette adoption n'a pas encore fait objet de ratification au niveau des différents pays. C'est aussi l'une des raisons qui impacte la mise en place de ce projet. Il y a aussi les questions de financement de ces projets qui sont d'une très grande envergure. Ce sont des projets sous-régionaux. On sait aussi que les différents États de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas les mêmes moyens financiers, n'ont pas les mêmes niveaux de vie. Donc voici autant de contraintes qui influencent la mise en place de véritables programmes routiers. Mais comme je l'ai dit tantôt, certains pays qui ont été suscités, tels que
certaines villes qui ont été suscitées, telles que Abidjan, Johannesburg et autres, ont à leur sein des politiques de développement du transport qui ont été faites à partir de l'érection de plusieurs structures, les ponts à péage, les autoroutes, dans l'optique de pouvoir dynamiser le secteur du transport routier, depuis les ports jusqu'aux espaces continentaux. Et justement, cela révèle l'une des questions à laquelle nous devrions arriver. Vous parlez tantôt de manque de financement de ces États, mais il y a aussi la collaboration secteur privé, secteur public pour permettre de booster ces infrastructures. Vous avez parlé de ponts à péage, des autoroutes à péage. Est-ce là la solution pour permettre un développement des infrastructures routières importantes en Afrique? Sur cette question, comme vous l'avez dit tantôt, le partenariat public-privé, les 3P, est une des solutions parmi tant d'autres. J'ajoute à cela, à ce que M. Kwame a dit, les États africains doivent chercher les moyens pour financer leur infrastructure. Et c'est pour cela que l'une des solutions venues des bailleurs de fonds a été le mode de gestion de nos routes. Et en Côte d'Ivoire, il a été créé le fonds d'entretien routier, par exemple, et l'AGEROUTE. Ces structures ont pour rôle et mission de construire des routes et de les gérer. D'accord. Ça, c'est au niveau, on va dire, secteur public. Et au-delà aussi, tout à l'heure, vous parliez de la zone, la CEDEAO et de ses opportunités économiques que cela relève. Avec l'ouverture ou la mise en place de la ZLECAf, comment est-ce que ces infrastructures-là peuvent être imbriquées dans la politique de développement sous-régional? Mais ces infrastructures-là, pour qu'elles soient imbriquées dans la politique de développement sous-régional, il faudrait qu'elles obtiennent d'abord un financement. Mais aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est celle du financement. Et nos différents États ont toujours recours aux bailleurs de fonds internationaux. Mais par moment aussi, ça pose des problèmes. Mais tout à l'heure, il a souligné le fait que les États de la sous-région ouest africaine n'ont pas le même niveau de développement. Et ces États-là n'ont pas les mêmes objectifs. Quand vous avez un pays qui ne dispose pas de ports et qui est obligé de s'appuyer sur certains ports voisins, tels que la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est une plaque tournante, qui est un hub de commerce international pour certains pays tels que le Burkina, le Mali, le Niger, vous voyez que les politiques en matière d'infrastructure et de transport ne peuvent pas être les mêmes. Ne peuvent pas être les mêmes parce que quand on prend par exemple le cas de la zone d'Abidjan, quand les marchandises arrivent, même si elles ne vont pas principalement au Mali ou au Burkina, il y a la desserte de l'intérieur du pays. Mais qui assure les réseaux routiers au niveau de l'intérieur du pays? C'est nos États. Mais en ce qui concerne le commerce international, je pense qu'il est important pour les différents États de la CEDEAO, principalement ceux qui n'ont pas de port, parce que ce sont tels qui sont dans les difficultés, de pouvoir trouver les voies et moyens, de sorte à ce qu'une coopération franche et définitive soit mise sur pied pour pouvoir faciliter l'aménagement d'un secteur de transport routier. Et ça sera plus bénéfique, pour la zone sous-régionale. Figurez-vous que les échanges commerciaux entre pays du Sud se chiffrent à hauteur de 12%. Vous voyez que c'est insuffisant. Comparativement à certaines contrées du monde, notamment en Europe ou aux États-Unis, où ces échanges-là dépassent largement la barre de 40%, 50%, 60% entre eux États. Ça veut dire que nos échanges entre nous-mêmes, États du Sud, sont très faibles. Mais pourquoi ces échanges-là sont faibles? Ces échanges sont faibles pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a un manque d'infrastructures de transport, parce que les produits ne sont pas compétitifs, parce que les produits qu'on met à la disposition de nos États en pays Sud ne sont pas des produits à forte valeur ajoutée. Donc voici autant de difficultés qui impactent sévèrement le secteur du transport au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région. Alors, une autre question qui me revient pendant que vous étiez en train de parler, surtout toujours sur la zone ZLECAf, il y a ce volet sécuritaire, si on peut le dire. Est-ce que nos infrastructures, nos routes sont sécurisées? Parce que dans certains pays, on est quand même confronté à des mouvements de terrorisme ou des attaques à certains endroits. Est-ce que nos routes sont sécurisées, nos infrastructures routières permettent un déploiement du transport serein en Afrique de l'Ouest?
Bon, à ce niveau, il faut dire que il faut répondre Un peu par- sensible. Oui, la question est très sensible. Il faut répondre par 50-50. 50-50. Pourquoi 50-50? Le premier aspect des États, en se mettant ensemble, c'est vraiment de s'interconnecter, de s'interconnecter. Et il a été mis en place plusieurs outils comme le TRIE, le TI, et ce sont des outils qui, normalement, qui ont été mis en place depuis les années 1982, depuis les années 80. Ce sont des outils, normalement, qui devaient permettre à l'ensemble des États de la CEDEAO d'être connectés. Mais à l'épreuve du temps, ces différents pays ne sont pas connectés. Aujourd'hui, quand vous prenez un camion qui quitte le Niger, qui vient approvisionner le marché de gros de Bouaké en oignons, il y a plusieurs tracasseries. En un mot, il y a le racket. Donc, sur ce volet, on peut dire que nos infrastructures ne sont pas sûres. Parce que lorsque nous prenons de la marchandise au Niger et que nous venons commercialiser cette marchandise en Côte d'Ivoire, à part ce que nous devons payer à la douane, le transport devrait être normalement fluide. D'accord. Et vous, au niveau sécuritaire, vous n'avez pas d'inquiétude à ce niveau? En ce qui concerne la sécurité, la principale problématique est celle du terrorisme. Vous voyez, les Occidentaux qui ont des plus grands moyens que nous n'arrivent pas à endiguer ce phénomène parce qu'on ne peut pas déterminer qui est terroriste. Tout à l'heure, quand un individu vient, peut-être qu'il est armé de bombes, vous ne savez pas. Et puis, d'un moment à l'autre, ça explose. Mais je pense que les zones même qui sont en proie à l'insécurité sont des zones qui sont riches généralement en matière de matières premières, en matière de ressources. Et je pense que pour la lutte contre le terrorisme, nos États africains devraient injecter dans ces secteurs, devraient pouvoir former des autorités pour pouvoir lutter. Parce que le terrorisme transfrontalier aujourd'hui est en train de battre de l'aile. Le terrorisme transfrontalier est en train de battre de l'aile, alors que c'est l'une des difficultés qui impacte le secteur du transport et par ricochet nos économies. Alors parlons toujours du transport. À ce niveau, je voulais ajouter que la CEDEAO a mis en place des postes de contrôle juxtaposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ces postes-là, nous avons l'ensemble des forces de l'ordre qui participent au contrôle des biens et des personnes. Cela facilite les échanges entre les différents pays. Ah, ça, c'est bien noté. Et aussi au niveau de... On observe des nouveaux moyens de transport, si on peut le dire, des nouveaux systèmes de transport dits émergents au niveau de l'Afrique. Quelles devraient être les priorités en matière de transport pour véritablement développer nos transports? Mais moi, je pense que les STI, systèmes de transport intelligents, comme vous le dites, sont aussi une priorité de transport parce que ça permet de désengorger les gares routières. Ce sont des systèmes de transport qui utilisent le NTIC et combinés au GPS, c'est-à-dire à partir d'une géolocalisation, qui vous permet de commander un véhicule pouvant vous permettre de vous déplacer. Donc, depuis votre bâtiment, depuis votre immeuble, vous pouvez déjà vous géolocaliser et faire la commande. Mais ce type de système-là, ça permet d'abord de dématérialiser le système de transport, de lutter contre les longues files d'attente dans les gares routières, mais aussi de désengorger ces lieux. Et je pense que c'est l'une des politiques sur laquelle l'État devait pouvoir, les différents États africains devaient pouvoir investir, de sorte à ce que ce secteur-là soit dématérialisé. Mais la principale priorité en matière de transport, ce sont les investissements. Tout à l'heure, on l'a dit, la route précède le développement.
Vous ne pouvez pas avoir de développement si vous n'avez pas de système de transport performant. Vous ne pouvez pas avoir d'activité économique, d'échange et d'intégration sous-régionale si le système de transport, que ce soit ferroviaire ou routier, n'est pas performant. Figurez-vous que, en termes de statistiques, le transport routier contribue à hauteur de, je dirais, 90% du trafic de marchandises et 95% du trafic de passagers. Donc, ces statistiques-là permettent de montrer que le secteur du transport joue un rôle très important, il joue un rôle très capital. Et la première priorité pour nos différents États africains, c'est d'investir considérablement pour avoir des infrastructures de transport solides, d'intégrer l'éthique dans la gestion de ce secteur et de mettre en place des structures de régulation qui seront autonomes, des structures dont l'État donne les pleines prérogatives et de lutter contre les rackets. Parce que le racket, la fraude, sont des problèmes factuels, sont des problèmes réels. Et ces problèmes-là gangrènent le secteur. Et ça impacte sévèrement la vie économique. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a l'inflation sur les produits de première consommation. Parce que, comme il a dit tantôt, mon co-débatteur l'a dit, quand vous prenez une marchandise au Niger et qu'en dehors des taxes que vous payez, vous devez payer d'autres taxes parce qu'il y a le racket. Donc, il y aura forcément des répercussions sur le prix de la marchandise lorsqu'elle arrive à destination, alors que le pouvoir d'achat des citoyens lambda n'a pas augmenté. Alors le transport, on le voit bien, un secteur clé du développement socio-économique de nos États. Oui, sur le point du racket, je voulais ajouter que lorsque un commerçant va s'approvisionner à Beauchamp, le transport est vraiment... Le transport est une poche de dépenses considérable pour ce commerçant. Je m'explique. Lorsque vous payez un sac d'oignons au Niger à 10 000, pour convoyer ce sac d'oignons au marché de Gros, bien au marché d'Abidjan, il faut environ 22 000 à 30 000 par sac. Et vous voyez, si vous faites le calcul, pour un camion qui vient du Niger, vous voyez que le poste de dépenses lié au transport est considérable. Et c'est pour cela que dans nos différents marchés, les prix sont vraiment considérables. Les prix sont élevés. Et quand nous prenons nos mamans au marché, quand vous leur posez la question, mais pourquoi c'est cher? Elles vous répondront, parce que on nous a trop taxés au niveau du transport. Et cela est tout à fait vérifié et est tout à fait vérifié sur le terrain. Lorsque les dames vont au Beauchamp pour s'approvisionner, je prends n'importe quel produit, que ce soit la tomate, que ce soit la banane. Les premiers moyens de transport pour que le produit arrive aux moyens de transport, je vais dire au camion, il y a les tricycles qui rentrent en ligne de compte. Il y a le portage. Et tout cela est facturé. Après le chargement, les chargeurs même sont payés. Après le chargement, il faut prendre la route. Et le camionneur vous dit, à telle distance, voilà ce que je facture. Et si la commerçante ou bien le commerçant n'a pas la chance d'avoir une route bitumée, cela aussi impacte le coût du transport. Et je prends un exemple simple. Lorsque il y a eu le prolongement de l'autoroute Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, cela a eu un impact positif sur le coût de l'igname. Parce que les commerçants qui prennent l'igname au marché de Gros pour Abidjan ont réduit les coûts parce qu'ils roulaient sur l'autoroute. Donc, pour dire que
l'infrastructure routière est un élément capital pour le développement socio-économique, on va le dire. Alors, mais justement, ces infrastructures économiques, très rapidement, nous arrivons au thème de cette émission. Si on devrait résumer, comment optimiser ou comment moderniser nos infrastructures routières? Pour la modernisation de nos infrastructures routières, il va falloir intégrer l'option des TIC, l'option des technologies de l'information et de la communication, à partir d'un système de géolocalisation qui permettra déjà de pouvoir déterminer les différentes zones de bouchons. Même il y a aussi les systèmes de drones qui, je dirais, de façon interétatique, même si ce n'est pas de façon transfrontalière, mais au moins au niveau des différentes zones névralgiques, de pouvoir permettre au moins de connaître la situation en termes de qualité de réseau, en termes d'embouteillage, mais aussi en termes de sécurité. Mais l'optimisation aussi de ce secteur passe aussi par le renouvellement du parc automobile. Vous savez, le parc automobile dans nos pays, il est vieillissant. Et je crois que dernièrement, certains pays ont pris des mesures de sorte à ce que les différents véhicules qui arrivent soient des véhicules neufs. Parce que tout ça aussi, ça joue sur la qualité du transport, ça joue aussi sur la croissance économique. Hormis le renouvellement du parc automobile, il y a aussi la question de la fraude et de la concurrence déloyale dont il faudra résoudre. Ce sont autant de problèmes, l'émission arrive déjà à son thème, ce sont autant de problèmes qu'il faut chercher à juguler de sorte à ce que le système du transport dans la zone sous-régionale soit performant et être invétable à tout le développement socio-économique de nos États. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le renouvellement des parcs automobiles au niveau de nos États ouest africains. Ça sera l'objet d'une prochaine émission. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission du jour qui était consacrée aux défis du développement du transport en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Merci, messieurs Kwadjo Kwame Serge Alain, d'avoir contribué à cette émission. Merci à vous, Dr Bamba Vakaramoko. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on met un terme à cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.medi1tv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.